Passe énième numéro de cette émission, vous nous suivez et de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Alors, comme à l'accoutumée, un seul invité pour ces numéros de votre magazine Interface. Nous recevons pour vous Maître Platini Mbadou. Il est le secrétaire général en charge de la communication du parti et sort l'un des partis de l'Union sacrée de la nation. Avec lui, on va revenir avec plusieurs sujets, les sujets d'actualité justement concernant l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous le savez bien, il y aurait des tensions dans cette plateforme, dans cette famille du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Depuis un moment, des nouvelles plateformes créées à l'intérieur de l'Union sacrée qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. Mais aussi, on va revenir sur les élections de 2023 au sein de son parti politique, sans pourtant aborder d'autres sujets importantissimes au cours de cette émission. Maître Platini, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, c'est toujours un plaisir de vous revoir encore après un long moment. Et vu que c'est la première fois pour cette année, j'ai profité de l'occasion pour vous présenter mes vœux de meilleurs. Merci pareillement. Je profite également pour rectifier un élément. Je ne suis pas secrétaire général parce que sinon, le maître Yves Moukassa va monter sur moi. En charge de la communication. Je suis plutôt secrétaire national, en charge de la communication et porte-parole du parti Essor de la République, merci qui est dirigé par Didier Mbouimoundela, qui est aussi président de notre regroupement AAEC. Et aussi, je ne vais pas oublier les habitants de Mongafula, les amis de Mongafula, les collègues de Mongafula qui m'avaient voté massivement lors des élections provinciales. Je vous salue également. Un élément de détail que je voulais insister, c'est par rapport aux 100 jours du président de la République. C'est dans les 100 jours du président de la République qu'on insère aussi la commune de Mongafula comme une des priorités où le gouvernement congolais doit intervenir, parce qu'il y a la route Lutendele qui est toujours en état de délabrement très avancé, alors que cette route-là peut désengorger la route nationale numéro 1, une route qui est souvent, qui reçoit beaucoup de bus, des camions, des remorques qui quittent Bas-Congo vers Kinshasa. Alors que si on construisait, si on arrangeait ou on macadamisait la route Lutendele, ça permettra aussi que d'autres bus, d'autres remorques puissent prendre la route Lutendele pour sortir directement en Bodi. Ça sera une bonne chose pour non seulement la commune de Mongafula, mais ça va aussi désengorger la nationale numéro 1. Ça va permettre aussi d'éviter les embouteillages sur cette route-là. Alors, Maître Platini, comment se porte le parti Essor de la République? Bon, jusque-là, nous allons très bien. Le président d'Essor de la République se porte à merveille et les activités d'Essor évoluent de manière ordonnée. Ne sont pas... Parce que l'Essor de la République a une vision. La vision de l'Essor de la République, c'est le bien-être des Congolais. C'est diriger autrement notre pays. C'est ça la vision. C'est ça un élément de plus qu'Essor apporte dans la politique de notre pays. C'est ça cet élément-là. Et aujourd'hui, Essor, si nous avons adhéré dans l'Union sacrée, c'est parce que la vision de l'Union sacrée était de donner au chef de l'État la majorité au niveau du Parlement afin de lui permettre de gérer mieux que les 5 ans passés. Parce que sans oublier, vous n'allez pas oublier que les 5 ans passés, c'était plus FCC Cash, après c'est devenu Union Sacrée 1 avec les Sessanga et les Katumbi, ainsi de suite. C'était vraiment du désordre, ça n'a pas permis au chef de l'État de mieux gérer. Voilà pourquoi, au deuxième mandat, on avait voulu que les chefs d'État aient cette majorité-là. Et au sein de cette Union Sacrée, nous leur avons déjà accordé cette majorité-là, donc y compris l'Essor a participé à cela. Donc nous restons focalisés que sur le chef de l'État et non autre chose. L'Essor a participé pour que les chefs de l'État puissent obtenir cette majorité, mais une majorité dont aujourd'hui Essor ne dispose donc qu'un siège, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, d'une manière particulière. Pas du tout. Au niveau, parce que ce n'est pas le parti politique qui a présenté les candidats, c'est plutôt le regroupement qui a présenté les candidats. Le regroupement AAEC se retrouve avec plus de 10 députés. Au niveau national, on a plus de 7 à 8 députés nationaux. Au niveau provincial, nous avons également une dizaine de députés provinciaux. Au niveau du regroupement, dont l'Essor de la République gère la présidence du regroupement.
Donc aujourd'hui, c'est vrai, on avait aligné les candidats à tous les niveaux, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas de députés nationaux, de députés provinciaux. Il y a aussi la partie contentieuse, où nous sommes devant la Cour constitutionnelle avec différents partis, différents candidats. Y compris vous-même. Hein. Effectivement, nous sommes devant, au niveau national, nous sommes devant la Cour constitutionnelle, nous avons déposé même une trentaine de recours pour nos candidats au niveau national. Au niveau provincial, nous avons également déposé d'autres recours devant presque chaque cour d'appel de notre pays, à l'intérieur du pays, comme dans la ville provinciale de Kinshasa. Donc nous attendons à ce que ce nombre-là, qui est 18 ou 17 députés, puisse monter encore, même à 30, pourquoi pas. Donc nous avons effectivement contribué à l'avancement du chef de l'État, à ce que le chef de l'État puisse obtenir la majorité. Donc nous sommes vraiment des acteurs actifs au sein de l'Union sacrée, mais avec une vision, c'est de diriger autrement, de faire des choses autrement par rapport au passé. Est-ce que de vous-même, vu que vous étiez aussi candidat, vous êtes sûr qu'au niveau de la Cour, on va vous faire revenir dans vos droits? Est-ce que avez-vous des éléments aujourd'hui? Parce que j'aurais appris que la CENI n'avait pas remis des PV aux candidats. Quel document, quelle preuve que vous, aujourd'hui, vous allez présenter devant les juges de la Cour pour démontrer, par exemple, moi, à Platini Mbadou, j'étais candidat, j'ai obtenu des voix qui pouvaient me permettre aussi d'être programmé comme élu député. Vous savez, je suis également un des avocats du regroupement. Et chaque candidat a apporté des preuves. C'est-à-dire, il n'a pas apporté les preuves en totalité, mais une partie qu'il a eu accès à ces preuves-là, il a apporté. Et nous avons également déposé au niveau de la Cour. Si je peux vous parler, par exemple, de mon cas. Aujourd'hui, à Mongafula, il y a des élus qui ont été alignés, les 3 sièges qui ont été alignés. Et le dernier a au moins 700 voix. Quelqu'un qui peut vraiment être élu dans la commune de Mongafula, qui est une commune, grande commune de Mongafula, il peut passer vraiment avec 700 voix. Pendant ces temps, moi personnellement, je me suis retrouvé avec plus de 3400 et quelques voix. Ah bon? Plus de 3400 et quelques voix, et je vois quelqu'un de 700 voix passer devant moi. C'est pour cette raison-là que nous avons saisi la Cour d'appel pour que cet élément, cette injustice-là soit changée, soit modifiée, parce que je ne peux pas accepter. Je dispose de PV. Et nous avons déjà eu à déposer nos PV avec tous les éléments appropriés au niveau de la Cour d'appel, et nous n'allons pas laisser ça comme ça. C'est vrai, nous sommes dans l'union sacrée, mais on doit respecter la volonté du peuple. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui va choisir les gens qui vont aller lui représenter. Ce n'est pas à tout le monde de venir parce qu'il a des affinités ou quoi que ce soit, ou encore parce qu'il n'est pas élu. 700 voix. Tu peux diriger 700 voix, c'est 2 avenues de Mongafula. 700 voix, ce n'est pas beaucoup. 700 voix, on ne peut pas accepter quelqu'un diriger avec 700 voix. Moi, je crois que au niveau de la Cour, le Cour tranche avec des preuves. Si vous apportez des preuves, la Cour va trancher et il va décider en fonction de la personne qui apporte des preuves. C'est vrai, il n'y avait pas de PV, mais le peu que vous avez, apportez-le au niveau de la Cour et il y aura un débat. Mais on parle aujourd'hui de cette fameuse histoire d'essai. Est-ce que aujourd'hui, peut-on affirmer, bien affirmer, si vous n'avez pas pu être proclamé par la CENI comme député élu après ces élections, c'est peut-être que parce que votre regroupement n'a pas rempli ce que la CENI voulait, ça veut dire l'essai. Alors, moi, je me pose toujours des questions. C'est vrai, le seuil, ce n'est pas un critère que le peuple aurait voulu que ce soit comme des conditions pour que les choses passent. Mais, d'abord, au niveau du regroupement, nous avons un tel essai. Au niveau de notre regroupement, nous avons un tel essai et je crois que notre recours sera analysé. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, le seuil, s'il faut le critiquer, c'est anticonstitutionnel ou antidémocratique. Les gens qui ont proposé ce seuil, et ce sont des gens qui ont milité en défaveur de la méritocratie, c'est-à-dire du relation entre le peuple et le candidat. Pourquoi je dis cela? Imagine un peu, tu es candidat à Mongafula. Tu peux faire 100%. Mais si les candidats qui sont à Kimbanteke, candidats qui est à Selembao, qui est dans le même regroupement que toi, et ils n'ont pas travaillé, ils ont fait 0,1%, directement, il faut vous amener à l'échec. Voilà. C'est comme si on demandait à quelqu'un qui est à Mongafula de commencer à booster les autres pour aller ensemble. Mais vous allez leur booster avec quoi?
Avec quel mécanisme? Si tu es compétent, si tu es capable, tu vas le faire toi-même. Mais si tu ne l'es pas, quelle est la magie que la candidat de Mungafula va faire pour booster celui de Kimbantseke, pour booster celui de Selembao et les autres? Donc, il n'y en a pas. Et c'est quoi le rapport? Il n'y en a pas. Donc, c'était un projet mis en place par les grands partis politiques de ce pays qui voulaient marcher sur les petits partis politiques. C'est également un projet mis en place par les politiciens, entre guillemets, véreux, qui ne voulaient pas voir le jeune avancer. Parce que moi, tel que je suis, vous ne pouvez pas me demander d'aller booster les autres. Avec quels moyens? Et il faut savoir que nous, la campagne de cette année, de 2023, était... Beaucoup de candidats n'ont pas été financés par... Voilà, c'était particulière. Alors, par rapport à cela, si quelqu'un s'est dans son travail, dans ses activités, il s'est organisé pour trouver un moyen pour battre les campagnes, et vous allez le sanctionner parce que l'autre n'avait pas trouvé ce moyen-là. Voilà le seuil, là où ça nous a amené. Quelqu'un qui a fait 700 voix peut passer, et quelqu'un qui a 3000 et quelques, 4000 et quelques, 5000 et quelques, il reste. C'est vraiment anti. Voilà pourquoi le chef de l'État a manifesté l'envie de commencer par changer d'abord la Constitution. La Constitution, la loi électorale et d'autres lois de notre pays qui posent énormément de problèmes et dont nous sommes appelés à revoir et à réviser pour le bien-être de tous. Alors, Maître Platini, au regard de toutes les preuves que les candidats vont déposer, est-ce que vous pensez que ces recours, peuvent être positifs? Et si jamais cela est contraire, comment allez-vous qualifier la Cour? Bon, vous savez, je ne sais pas lire dans les boules de cristal, mais du moins, je reste dans le principe. Le principe veut que la partie, lorsque la CENI publie les résultats provisoires, les résultats définitifs viennent après les recours devant les différentes cours. Et je sais au moins que les cours et tribunaux ne sont pas appelés à créer des choses, mais ils sont appelés à siéger sur des contentieux composants et opposants des parties. Alors, chaque partie qui apporte les preuves nécessaires pour balancer, faire basculer les choses, il a des chances, il a des possibilités de passer. Mais si vous n'apportez rien, si vous n'apportez pas de preuves, ça sera difficile pour vous. Donc voilà pourquoi j'ai confiance à la justice de notre pays. Je sais qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a quand même des juges intègres, il y a quand même des juges compétents. Ils vont prendre des décisions appropriées. Au niveau des cours d'appel également, j'ai compétence aux juges des cours d'appel. Ils vont prendre des décisions appropriées. Mais seulement si vous voulez que votre décision soit parfaite, devant la Cour ou devant, que ce soit la Cour ou un tribunal, il y a deux parties, il y a la forme et le fond. La forme, c'est-à-dire que vous allez faire de votre mieux pour que vous ayez tous les documents nécessaires. La procuration, les pièces, tous ces éléments-là. Parce que l'analyse commence au niveau de la forme. Si vous n'avez pas des éléments au niveau de la forme, ça sera difficile pour que votre affaire soit traitée, soit même regardée. Et puis, ça vient au niveau du fond. Lorsque vous agencez les arguments de manière coordonnée et ordonnée, et vous démontrez à suffisance de preuves que vous avez réellement, lui, je prends mon cas, j'ai déposé le preuve approprié pour démontrer que non, j'avais également gagné le siège là au niveau de Mongafula. Je crois que la cour d'appel sera dans l'obligation de pencher par rapport à la personne qui a apporté les preuves. Donc, est-ce qu'après, si on déclarait que ce n'est pas le cas, est-ce que je serais frustré? C'est normal, comme un être humain, je ne peux pas être content, ou les autres ne seront pas contents, qu'on leur dise que non, vous n'avez pas raison. Mais si c'est ça le droit, je peux que m'incliner. Vous allez vous soumettre et accepter ces résultats? On peut que s'incliner, malgré la souffrance, on peut que s'incliner. Ok. Alors, j'apprends que, je ne sais pas si l'information est vraie, vous allez la réviser ou bien la confirmer. J'apprends que vous n'êtes plus communicateur de l'Union sacrée, mais communicateur du président de la République. Si l'information est vraie, pourquoi ces changements, pourquoi cette nuance? Vous savez, c'est lui qui est la tête ou le commandant de bord de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Et l'Union sacrée avait l'unique ambition, c'était la majorité parlementaire. Aujourd'hui, c'est un acquis. Et au niveau de la majorité, au niveau du Parlement, il y a des groupuscules qui se créent. Il y a des gens qui ont créé des pactes de PCR, et les autres ont créé des dynamiques, ainsi de suite là. Maintenant, s'il faut que je passe pour parler au nom de l'Union sacrée, alors je dois prendre position pour quelle dynamique? PCR, je vais parler pour PCR, pour dynamique ou pour quel regroupement? Voilà pourquoi je renonce de parler au nom de l'Union sacrée.
comme communicateur de l'Union sacrée. Je ne suis pas, ou je ne suis plus. Mais du moins, l'Union sacrée comme plateforme existe. Et comme l'Union sacrée comme plateforme existe, et que mon parti, Essor de la République, est également signataire de l'acte d'adhésion de l'Union sacrée, nous restons dans l'Union sacrée, mais nous sommes plus concentrés vers le chef de l'État, qui est le garant de la nation, qui est le garant des institutions. Et par rapport à sa vision, nous restons concentrés avec la vision du chef de l'État. Les gens qui cherchent, parce que vous savez, au sein de l'Union sacrée aujourd'hui, il y a le présidium qui pose problème. Le présidium, c'est au niveau du présidium que les gens créent des groupes, créent des groupuscules. Ce qui n'est pas correct par rapport à nous. Nous sommes membres de l'Union sacrée, nous ne sommes pas dans le présidium, mais nous sommes membres de l'Union sacrée. Alors, comme le présidium est en train de se disloquer, nous allons nous référer à qui? Nous allons nous référer au chef de l'État. Voilà pourquoi nous allons nous réserver pour parler au nom de l'Union sacrée, mais plutôt, nous allons accompagner le chef de l'État dans sa philosophie. Dans les 5 ans à venir, nous serons derrière le chef de l'État, nous allons l'accompagner, ses activités, ses actions, jusqu'à ce que ce second mandat sera une réussite parfaite. C'est ça en fait notre ambition, c'est ça notre philosophie. Donc personnellement, je confirme ce que vous dites, que je ne parlerai plus jamais de l'Union sacrée, je ne parlerai jusqu'à ce qu'ils vont mettre de l'ordre. Et puis, mon parti reste à l'Union sacrée, mais plutôt nous gardons notre appartenance, notre orientation vers les activités, vers les actions du chef de l'État, et nous allons l'accompagner jusqu'à la fin de ces 5 ans. Les actions du chef de l'État, bien sûr, vous l'affirmez, vous le dites bien, mais êtes-vous satisfait du travail abattu par le chef de l'État durant son premier mandat? Vous savez, le chef de l'État a connu beaucoup de problèmes durant son premier mandat. Beaucoup de problèmes. Et je peux même parler du FCC Cash, où au niveau du Parlement, il y avait un problème. Le changement des membres de la Cour constitutionnelle, il y avait un souci. Et puis, on a quitté le FCC Cash. On est arrivé maintenant à Union Sacrée 1, où il y avait d'un côté, on était avec ensemble, avec en vol, avec les autres dans l'Union Sacrée 1. Et puis, ça crée Union Sacrée 2. C'était des difficultés de gestion qu'a connu le chef de l'État. Mais le chef de l'État n'a pas croisé les bras. Malgré toutes ces difficultés-là, il a réussi à mettre en place la gratuité ou les gratuités dans son ensemble. Non seulement ça, la justice était trop reprochée. Il a réussi au niveau de la justice, d'abord d'organiser la justice. C'est-à-dire, il a organisé d'abord les tests des magistrats. Plus de 5000 magistrats ont été recrutés. Hormis cela, il a permis tous les magistrats, il a changé, il a voulu qu'on change un peu de tête de chaque institution pour permettre à ce que les choses puissent avancer et progresser. C'est aussi un élément. Non seulement ça, au niveau de l'IGF, il a actualisé la fonction de l'IGF. Parce que vous savez, l'IGF n'a pas commencé avec l'arrivée du chef de l'État. L'IGF était là depuis. Mais il était tellement oublié, tellement abandonné. Mais le chef de l'État a fait renaître encore l'IGF. Il a renforcé les inspecteurs au sein de l'IGF. Il ne s'est pas limité là-bas. Il a encore ajouté la gratuité de la maternité. Il ne s'est pas limité à la gratuité de la maternité. Au niveau de la fonction publique, on a encore ajouté des éléments au niveau de la fonction publique dans lesquels, avec les fonctionnaires fictifs, on a organisé des choses de manière à ce qu'il n'y ait plus de fonctionnaires fictifs. On a organisé des choses de manière à ce que chaque fonctionnaire puisse recevoir son argent régulièrement, chaque mois. Il n'y a plus de Golgotha comme c'était avant. Il n'y a plus de 56 mois impayés comme c'était avant. Ce sont là les activités que le chef d'État a réalisées. Je vous épargne des infrastructures, je vous épargne des 145 territoires dont le chef de l'État a milité pour que cela soit effectif. Tout ça, ce sont des réalisations du chef de l'État, mais dans quelles conditions? Dans les conditions où il y a la guerre à l'Est, dans les conditions où il avait un parlement qui lui refusait de lui reconnaître comme étant chef de l'État, rappelez-vous du parlement Mabunda, voilà. Et dans les conditions où il y a des participants des détournements, même il était même déçu par ses propres collaborateurs, qui se sont méconduits par rapport à une responsabilité donnée X, Y, Z, mais qui revenait toujours sur lui-même, et il a accepté en tant que chef de l'État, sans compter la trahison de la communauté internationale sur notre pays, où un secrétaire général des Nations Unies peut se permettre à la télé pour dire que non, les rebelles, les terroristes sont plus armés que nous, et eux également, ils sont moins armés que les terroristes. Dans toutes ces conditions-là, il a pu réaliser cela. Maintenant, imagine si on lui laissait la possibilité de travailler, de faire
avec de mains libres, pas liées, libres, et d'aller jusqu'à l'avant, il fera encore plus mieux. Le chef de l'État, lors de son discours de l'investiture, quand il parle, il promet, il dit que je ne veux plus reprendre les erreurs du passé. Pour vous, quelles sont les erreurs du passé que le chef de l'État avait commis selon vous, que le chef de l'État ne doit pas, in extremis, illico presto, comme lui-même l'avait dit, ne peut pas répéter durant ses deuxième mandat? Vous savez, par rapport à ces erreurs-là, les constats de ces erreurs devaient être faits par lui-même. Mais comme il n'a pas déballé, il n'a pas donné de détails par rapport à ces erreurs, nous allons peut-être aller dans le sens des recommandations pour faire de sorte que les choses puissent changer pendant ce deuxième mandat. Vous-même, vous ne reconnaissez pas ces erreurs? Bon, par rapport aux erreurs, parce que lorsque quelqu'un dit qu'il a commis des erreurs, c'est à lui seul que revient de dire quelle a été, ou c'est quoi ces erreurs-là. Mais vous reconnaissez aussi qu'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Les choses n'ont pas marché, oui. Mais erreur, c'est plus personnel. Les choses qui n'ont pas marché, je peux en citer. Par exemple, aujourd'hui, 100 jours, c'était quand même pas une réussite. Parce qu'à ce jour, nous n'avons pas les éléments de ces 100 jours. Les maisons préfabriquées, il n'y en a pas, mais tout le monde est dehors. Ça, moi, je peux dire que non, ça n'a pas marché. Mais je ne peux pas dire que c'était une erreur. Parce que c'est à lui d'apprécier l'erreur. Je peux encore dire qu'aujourd'hui, Tchilé Gelou pose problème. Ça, ce n'est pas le chef de l'État, mais c'est plutôt une responsabilité qu'on avait accordée à quelqu'un, mais qui n'a pas mieux fait son travail. Mais en tant que chef hiérarchique, tout vient sur lui. Mais il a accepté. Et je peux encore citer tant d'autres. Mais comme recommandation que je peux donner pour ce deuxième mandat, que c'est lui qui est déjà député reste député. Nous avons vu dans ce pays quelqu'un qui était PCA, député provincial, député national, sénateur. Mais finalement, dans ce pays où 95% des gens sont des chômeurs, toi tu peux briguer à toi seul, l'État peut payer à toi seul 5 fois. 5 tours, toi seul. Est-ce que c'est un élément important cela, parce que vous l'évoquez aujourd'hui, qui peut pousser les chefs de l'État d'une manière particulière au changement de la Constitution, pour ne pas permettre ce genre de choses pour les prochaines années? Vous savez, dans la Constitution, il n'est pas dit que quelqu'un peut avoir 5 postes. Il n'y en a pas. Mais il n'y a pas non plus une disposition légale qui l'interdit. Ok? Ça, c'est le départ. Mais du moins, vu que tout le monde a besoin de contribuer dans le développement, dans l'avancement de notre pays, on ne peut pas donner à une seule personne 5 postes pour lui seul. C'est la polyvalence. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors que tout le monde a besoin d'apporter un élément. Tout le monde a besoin d'amener cet élément-là. Mais si on ne donne pas la chance à tout le monde, on ne donne pas la chance même à vous, même à elle, on donne seulement la chance à moi, ça devient compliqué. Vous serez peut-être frustré par rapport à ce comportement-là. Voilà pourquoi on exige assez que cette fois-ci, tu restes député, travaille au niveau de l'Assemblée nationale, et les autres personnes qui n'ont pas été élues, les autres personnes qui n'étaient pas candidats, peuvent aller briguer des autres postes aussi. Et ce qui amène tout ça, c'est quoi? C'est l'histoire des quotas. Nous, comme nous sommes majoritaires au niveau du Parlement, comme nous avons 50 députés, on exige ça. C'est ce qui a créé ces histoires de PCR, des dynamiques, les autres là. C'est ce qui a créé cela. Qu'on ne se voile pas le visage, c'est ce qui a créé cela. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? S'il faut vraiment changer, éviter les erreurs du passé, est-ce qu'on va continuer dans ce système-là? Nous avons 50 députés, il nous faut ça. Nous avons 20 députés, il nous faut ça. Ce sont là les éléments que nous pouvons proposer au chef de l'État, qu'on change carrément. Parce que les pactes, les accords ne font jamais avancer notre pays. On a vu ça dans le passé. Aujourd'hui, le chef d'État a dit qu'il ne va pas négocier avec le 1-23. Il a raison. Parce que toutes les négociations qu'il y a eu avec les rebelles de l'Est du pays n'a pas fait avancer le pays. Et aujourd'hui, il refuse catégoriquement. Voilà, le pays est en train de sortir de l'inconfort pour aller vers le confort. Aujourd'hui, sur le plan international, nous commençons à être reconnus. J'ai suivi le chef de l'État sur Top Congo en train de dire que... La moindre escamoche. Non, pas du tout, pas cet élément-là, mais plutôt la Silicon Valley. Le Rwanda voulait envoyer un représentant de la RDC, c'est-à-dire le président Kagame voulait envoyer son fils comme représentant de la RDC dans cette province-là. Alors que c'est là-bas où on fabrique les téléphones, on a besoin de nos minéraux pour commencer à vendre. Et lui, il allait commencer à négocier ça pour nous. Et aujourd'hui, parce qu'il a refusé des accords. Et aujourd'hui, on peut envoyer quelqu'un nous-mêmes. S'il refuse aussi les accords au niveau du Parlement, nous serons à mesure
de faire face à tous ces éléments-là. Donc moi, je crois que les erreurs du passé, c'est aussi cette manière de voir les choses. Quota, biso photo zoaboué. Et puis, vous allez envoyer les enfants, vous allez envoyer les tantes, vous allez envoyer les sœurs, en détriment de gens qui sont avec vous dans le parti politique, qui travaillent avec vous, qui militent avec vous, qui se battent chaque jour à côté de vous. Je crois que c'est... Je vous lance. Est-ce qu'on peut affirmer cette manière de faire certainement au niveau du choix des proches? C'était aussi une erreur pour le chef de l'État de choisir n'importe qui pour les confier tel poste, et puis au finish, arriver avec des résultats, obtenir des résultats doutés qui certainement ont créé des problèmes. Ici, on a vu des procès ici, par-ci, par-là, on a vu cette histoire-là de détournement, tel a détourné. Vous savez, il y a d'abord un élément qu'il faut savoir, c'est qu'à choisir un proche, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une violation de la loi. Ok? Mais plutôt, ce qui est dérangeant, c'est de choisir un incompétent. C'est ce qui est dérangeant. Un proche peut être compétent, tu peux lui prendre et lui donner un poste. Ce n'est pas interdit. Mais lorsqu'il est incompétent, c'est là où ça pose problème. Lorsqu'il n'a jamais été dans la lutte avec vous et les autres, c'est là où ça pose problème. Aujourd'hui, dans les partis politiques, nous voyons des gens en train de lutter, en train de se battre pour faire avancer le parti politique. Mais lorsque le poste arrive, on voit les enfants, on voit les autres. Là, ça dérange. Ça dérange. Est-ce qu'au sein de ce parti-là, il n'y a pas quelqu'un qui est compétent pour briguer ce poste-là? Seulement votre fils qui n'a rien fait jusque-là après les études. C'est-à-dire, depuis qu'il a reçu son diplôme d'État ou licence, il n'a pas travaillé ailleurs, mais du moins, vous lui donnez quand même un poste. Parce que c'était un quota qui vous revenait de droit. C'est pour cette raison que nous disons que cette histoire, le chef d'État ne signe pas, n'entre pas dans cette politique-là de quotas. Nous avons des députés X, on nous doit ça. Non. Vous avez des députés X, la loi, non? Influencer le Parlement. Il faut influencer le Parlement, pas venir pour déranger, pour aller chercher à tout prix à entrer, être un Premier ministre, Non. Voilà pourquoi, essor de la République, nous voulons que ce soir-là change. Et nous voulons que ça soit changé autrement. Alors, en parlant de ça, en parlant du quota et autres, vous aviez dit bien au début que le président Félix Tshisekedi était le commandant, mais également la tête de l'Union sacrée. Alors, pourquoi a-t-il postulé comme étant indépendant? Vous savez, il était candidat à sa propre succession. La première des choses. Et lorsqu'on est chef de l'État, on n'est pas chef de l'État par rapport à un parti politique. Il est le chef de l'État de tout le monde. Il ne peut pas postuler avec le visage ou le carré ou la posture d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Il ne peut pas. Donc, comme étant un candidat, il postulait à sa propre succession et qu'il est le président de la République, président de tout le monde, il ne peut pas avoir une connotation, un regroupement politique quelconque. Imagine un peu le chef de l'État qui postule dans notre regroupement AA et C. Est-ce que la liste est là devant Kadima? Il va dire, Ozali, c'est chef de l'État. Je ne vais pas cautionner un député. Je ne peux pas, même si les gens n'ont pas reçu, je vais leur libérer. Je vais leur donner le siège. Ce qui ne serait pas bon, ce serait de l'injustice. Voilà pourquoi il vient comme indépendant, c'est-à-dire il n'a pas de couleur. Il est incolore. Il est là pour tout le monde, que vous soyez opposant, que vous soyez de la majorité, que vous soyez, que vous soyez du FCC, tous ces groupements-là, il est leur chef de l'État. Et vous-même, vous ne regrettez pas d'avoir adhéré à l'Union sacrée? Vous savez, bon, personnellement, je n'ai pas adhéré, c'est plutôt le parti qui a adhéré, mais du moins, nous, dans l'essor de la République, nous avons une philosophie. La philosophie, c'est diriger autrement. Déjà, dès le départ, lorsque nous sommes venus en politique, nous sommes venus pour apporter notre pierre dans l'édifice qui est le Congo. Alors, on ne peut pas apporter notre pierre dans l'édifice qui est le Congo tout en restant en dehors du chantier. Parce que tout se passe au niveau de la politique. Voilà pourquoi, ensemble avec Didier Mbouyemundela, nous avons dit nous allons adhérer dans l'Union sacrée, mais pour accompagner le chef de l'État qui a la vision de ce grand Congo, et nous allons aller de l'avant avec lui. Aujourd'hui, pourquoi j'ai accepté d'adhérer peut-être dans Essor de la République? Peut-être la question que je peux poser, répondre personnellement. Oui. Si j'ai adhéré dans Essor de la République, parce que c'est un jeune parti. Un parti qui n'a pas encore géré la République. Un parti dont le président a les mains propres. Un parti dont le président n'est pas cité dans quoi que ce soit. Alors je me suis dit, en tant que jeune, pour apporter ma contribution dans
notre pays, je peux adhérer dans ce parti ici où il y a un jeune qui a les mains propres, et ensemble avec lui, nous allons maintenant savoir comment aider le chef de l'État à avoir un second mandat et comment aider le chef de l'État à diriger autrement par rapport au mandat passé. Voilà ma vision, voilà ce que moi je vois pour le Congo de demain. Et le jour où nous aurons la chance de gérer un secteur dans ce pays, nous ferons de notre mieux pour que tout ce que nous sommes en train de dire ici soit effectivement réalisé palpable, de manière palpable sur le plan pratique. Et s'il faut revenir sur l'affaire d'incompétence, est-ce qu'il y a eu des incompétents au sein du gouvernement du premier mandat? Bon, vous savez, lorsqu'il y a 10 personnes qui sont en train de travailler, s'il faut dresser une liste, il y a toujours un qui sera le numéro 1, les autres le numéro dernier. Mais je ne peux pas dire qu'ils sont incompétents, mais je peux quand même féliciter quelques ministres dont j'ai apprécié leur façon de travailler. J'ai apprécié personnellement le ministre de la fonction publique. Et comment allez-vous qualifier ceux-là qui n'ont pas bien travaillé, si ce n'est dire des incompétents? Bon, l'incompétence, c'est plus vaste que ça. Mais moi, je préfère féliciter les personnes que j'ai constaté qu'ils ont quand même fait un travail. J'ai cité le ministre il y a fonction publique, le nom m'échappe, ministre de la fonction publique. Voilà, même le nom m'échappe parce que j'ai apprécié ce qu'il a fait. L'IAO, voilà, le ministre l'IAO. J'ai apprécié comment est-ce qu'il a travaillé. Je peux aussi féliciter Patrick Mouyaya. J'ai vu comment est-ce qu'il s'est démerdé par-ci, par-là. Même si je ne suis pas d'accord lorsqu'il a dit qu'un ministre ne pouvait pas démissionner, même s'il était candidat, parce que pour lui, il estimait que non, il postulait, mais il restait quand même... Bon, les arguments qu'il avait donnés, je ne partageais pas, mais comme ministre de la communication, j'ai vu qu'il a quand même travaillé. Et quel ministre encore? Bon, là, je crois que je vais m'arrêter là, parce que c'est difficile d'en citer tout le monde. Mais du moins, les deux ministres que j'ai appréciés, qui m'ont épaté, ce sont les deux ministres là que je vais citer. Alors, aujourd'hui, au sein de l'Union Sacrée, qui est déjà une plateforme, il y a des regroupements qui sont créés à l'intérieur. Quelle analyse pouvez-vous faire de cette situation aujourd'hui qui, d'une manière générale, est en train de créer des tensions de part et d'autre? On a vu même ce qui s'est passé dernièrement à l'Assemblée nationale lors de la première plénière où certains députés nationaux criaient oué, même sur celui qui est aujourd'hui le ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Vous savez... En commençant d'abord par les regroupements créés par lui-même, le PCR, avant de revenir sur celui créé par Sama Lukonde. Vous savez, on dit souvent la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. Hein? Mais du moins, à ce qui me concerne, je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire. Au sein de l'Union Sacrée a été créée pour avoir la majorité parlementaire. Nous avons déjà la majorité parlementaire. Alors, qu'est-ce qui a poussé la création de toutes ces structures de groupuscules au sein de l'Union Sacrée? Moi, je ne trouve pas de raisons valables de la création de tous ces éléments-là. Je ne trouve pas de raisons valables, ni t'était que la question des positionnements. Je ne trouve pas de raisons valables par rapport à cela. C'est quoi l'intérêt de la population à ça? Parce que l'intérêt de la création de l'Union Sacrée, c'est que le chef d'État puisse gouverner avec le maire qui ne sera pas lié, les maires non liés. Ok? Et l'Union Sacrée a été créée. Maintenant, le PCR, c'est quoi la philosophie? Mais Kamerhe dit c'est un regroupement purement scientifique, c'est pour réfléchir à l'Union Sacrée, il ne faudrait pas réfléchir le programme du chef de l'État. Au présidium, il ne faut pas réfléchir. Il fait partie du présidium. Vous imaginez un peu qu'il fait partie du présidium, crée encore un autre groupe. Pour quelle finalité? Parce que chaque groupe qui est créé doit être en conformité avec l'aspiration de la population. Parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité, mais l'art de gérer la cité doit passer par des textes de loi. Dans la loi, on a prévu, au niveau du Parlement, il n'y a que deux camps. On a la majorité et on a le camp de l'opposition. Au niveau du Parlement. On a aussi, je peux dire, des indépendants, mais des indépendants, c'est difficile. Je ne sais pas s'il y a un indépendant qui a été élu, je ne sais pas trop. Personne, mais du moins, au niveau du... C'est ça, les deux groupes. Mais si vous êtes déjà dans les deux groupes, pourquoi vous créez encore un autre groupe dans le groupe? C'est quoi l'intérêt? Parce que les deux groupes traditionnels, c'est que parmi les deux, le groupe de la majorité va gérer le pays et il sera, c'est-à-dire, pas secondé, mais comme un contrepoids, ce sera l'opposition qui va commencer à contredire, à
de toutes les préoccupations qui ne sera pas en conformité avec l'aspiration de la population. Mais le troisième groupe qui a été créé là, le PCR, au sein de la majorité, c'est quoi l'intérêt de la population à l'intérieur là-bas? Des choses qu'on n'a jamais vécues à dire l'époque de Kabila. Voilà pourquoi je vous dis que les gens que le chef de l'État a rencontrés lorsqu'il est venu au pouvoir en 2018, c'était des gens qui étaient dans le gouvernement, c'était des gens qui étaient élus du FCC, des gens qui sont venus du PPRD et de tout ce parti-là que nous connaissons dans le passé. Lorsqu'ils sont venus dans l'Union sacrée, apparemment, ils sont venus seulement avec leur corps, pas avec leur intelligence. Ils sont restés avec leur connaissance, leur intelligence ancienne. Ils sont venus directement dans l'Union sacrée. L'intérêt de la population, ce n'est pas primordial pour eux. Pourquoi je dis cela? Dans 18 ans que nous avons connu dans ce pays, il y a eu des ports privés, et des hôpitaux privés, des chambres froides privées, des usines privées. Il n'y avait rien pour l'État. Il n'y en a plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on a milité pour casser, pour éviter cela. Le port de Matadi est déjà en mouvement aujourd'hui. L'ONATRA est revenu. L'hôpital Mama Yemo a été construit à nouveau. Tous ces éléments-là, on a quitté les privés. Congo Airways en chute. Congo Airways. Vous savez, vous n'allez pas me condamner parce que vous avez acheté une voiture d'occasion en Europe. Vous m'avez amené une voiture qui n'était à l'état de l'habillement avancé. Je reçois la voiture. 2 mois après, la voiture tombe en panne. Vous avez dit que c'est ma faute? Non. Lorsque le chef d'État prenait le pouvoir, il a trouvé des avions. Les avions qui étaient dans quel état? Et ces avions-là, leur durée de validité était de combien de temps? Parce que l'avion est apprécié. Il fallait acheter d'autres. Mais on va acheter, tu ne sais pas qu'il y a aussi la guerre à l'Est qui nous dérange. Tu ne sais pas qu'il y a aussi les fonctions qu'il faut payer. Tu ne sais pas que ces pays... le chef d'État a trouvé des priorités à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, je vous rassure, que Airways, il y a eu des avions qui ont été loués en location et d'autres avions qui sont en projet en train de venir. Vous savez, pour commander un seul avion au niveau des Boeing, il faut combien de temps? C'est pas moins de 5 ans pour avoir... Et d'autres les font comment? Mais voilà, même s'ils commandaient ça aujourd'hui... Il y a des raisons qui reviennent en tout moment. Même s'ils commandaient ça aujourd'hui... Même s'ils commandaient ça aujourd'hui... Vous savez qu'on va attendre 5 ans. C'est après son mandat qu'on va récupérer ça. Il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez que la guerre à l'Est nous prend beaucoup? Vous connaissez un drone coûte combien? Et vous connaissez notre économie. L'économie de notre pays, vous connaissez comment ça fonctionne, l'économie de notre pays. Nous avons une économie extravertie. C'est-à-dire, regardez vers l'extérieur. On ne produit pas. On ne consomme que de l'intérieur. Vous connaissez l'état des routes de notre pays. Mais il fallait mettre Platini. Il fallait rester sur des choses anciennes, sur les mêmes exemples. Ou bien, il faut proposer de nouvelles choses pour permettre au pays d'avancer. Apparemment, ça donne l'impression comme si nous restons dans les statu quo. Nous revenons sur les mêmes choses. Pas du tout. Pourquoi nous ne revenons pas sur les mêmes choses? Parce que le chef de l'État commence par former l'homme congolais. Parce que ce qui est plus difficile, même le M23, lorsque le M23 s'élève pour parler, il parle, lorsque le Rwanda profite de la naïveté des Congolais pour déranger le reste du pays. Mais il passe par des Congolais. C'est pour ça que le chef d'État a commencé par l'homme. Comment façonner l'homme? Par la gratuité de l'enseignement. La tête. Parce que lorsque quelqu'un a la tête, il ne va pas trahir son pays. Lorsqu'il met la gratuité de l'enseignement, c'est pour permettre à ce que l'homme soit formé dès le bas âge. C'est un changement. C'est un changement qui n'était pas. Madame, vous savez, cette phrase-là, j'aime bien ça. Dans quelles conditions? Aujourd'hui, il n'y a plus d'école où il y a 200 personnes dans une salle de classe. Il n'y en a plus. À l'époque, lorsqu'on a commencé avec la gratuité de l'enseignement, il y en avait. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Passez, allez au ministère, allez, je vous mets à défi. Prenez votre micro et votre caméra. Allez sillonner, filmer une salle avec plus de 200 élèves et venez balancer ça à la télé. Il n'y en a plus. Mais on voit des parents enlever leurs enfants de ces écoles sous prétexte qu'il y a des grèves par-ci par-là, les conditions n'y sont pas bonnes et autres. Vous savez, la gratuité de l'enseignement, le grève, je doute a priori, parce que en quittant de chez moi, jusqu'ici, je n'ai pas entendu qu'il y a grève des enseignants. Je n'ai pas entendu ça, mais je vous laisse cette information. Mais moi, je sais au moins une chose, que la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas par rapport aux gens, ce n'est pas une obligation à toute personne d'envoyer les enfants dans les écoles publiques. Ce n'est pas une obligation. Celui qui est en difficulté, qui ne sait pas envoyer les enfants dans les écoles où on paye cher,
il peut au moins envoyer son enfant là où l'État a mis gratuit. Moi, je peux me dire, moi je suis quand même peut-être avocat, je peux envoyer mes enfants dans X école, je vais payer. C'est ton droit. Mais si par exemple, notre sentinelle, par exemple, une autre personne, il n'a pas assez de moyens, lui il peut envoyer là où on ne paye pas. Ce n'est pas dit qu'on a sacrifié là où on ne paye pas. Il y a les enseignants qui enseignent là-bas, le programme reste le même. Mais plutôt, le chef d'État a pensé à tout le monde pour que tout le monde soit là afin de faire avancer les choses. Donc c'est pas un cadeau, mais c'est un droit constitutionnel qui était là depuis 2006, que le chef de l'État a mis en exercice en 2018. Alors, est-ce que le chef de l'État a échoué avec son fameux programme du changement des mentalités? Bien sûr, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Parce que le changement de mentalité... Est-ce que l'homme congolais a changé réellement? Voilà. Parce que vous parlez du changement de l'homme congolais. Vous savez, j'ai dit qu'il n'a pas échoué. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas échoué? L'homme congolais adulte est difficile à changer. Mais que faut-il faire pour que... Je vais y arriver, madame. Voilà. L'homme congolais adulte est difficile à changer. Mais il faut mettre en place des mécanismes pour lui contraindre de changer. Par exemple? Par exemple, la justice. Parce que la justice va permettre à ce que vous soyez contraint de changer. Mais notre justice est mal réputée, maître. La justice est mal réputée. Mais est-ce que le chef d'État a croisé les bras? Non. Il a recruté de nouveaux magistrats, d'un côté. Et puis, il a permis tous les magistrats, de l'autre côté. Il a sanctionné les magistrats véreux. Parce qu'il y a des magistrats qui ont été remerciés et démis de leur fonction de magistrat. Il a fait cela. C'est déjà un pas vers le changement. Il va maintenant vers les enfants qui ont au bas âge. Il met en place la carte de l'enseignement. C'est justement pour changer l'homme congolais. Mais vous voulez qu'on change l'homme congolais par des baguettes magiques? Non. Lui, il a refusé de dire que non, je n'ai pas 5 collaborateurs. Mais plutôt, il a dit, changeons l'homme congolais, mettons en place des mécanismes de contrainte et les mécanismes d'accompagnement. Et aujourd'hui, on ne peut pas lui dire que non, il n'a rien fait. Le plus important, ce n'est pas de faire 100%. Le plus important, c'est la volonté politique de changer les choses. Est-ce qu'il n'a pas la volonté politique de changer les choses? Bien sûr que oui. Au travers de ces actes, vous savez comment au niveau du ministère du Travail, il y a de nos frères qui sont en train de pleurer au niveau... Ils travaillent chez les Libanais, les autres, ils sont impayés. À chaque fois qu'on envoie les inspecteurs pour inspecter, il y a toujours des reproches, des remarques. Les inspecteurs n'apportent presque rien. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? On a recruté d'autres magistrats, d'autres inspecteurs du travail. Et ils vont commencer à exercer bientôt. Ils vont maintenant commencer à surveiller l'application, le respect de droits de nos frères qui travaillent chez les Libanais. C'est ça aussi, poser des actes. Et dans les 5 ans, mais quel genre de 5 ans? Quelles ont été ces difficultés pour atteindre ces objectifs-là? Et voilà pourquoi l'Union sacrée a été créée. Pour lui permettre qu'un deuxième mandat, que les choses changent. Et j'insiste pour dire, les gens de l'Union sacrée, celui qui sera ministre, celui qui sera DG, tu travailles mal, nous-mêmes de l'Union sacrée, nous allons vous attaquer. Nous-mêmes là. Mais il fallait le faire depuis longtemps, durant les premiers mandats. Vous avez jamais... Non, le premier mandat, moi j'ai toujours été objectif dans mes analyses. Je n'ai jamais été d'accord avec le projet Tchilé-Gelou. Je n'ai jamais été d'accord avec le projet 100 jours. Je n'ai jamais été d'accord avec tous ces éléments-là. Mais, comme je n'ai jamais été d'accord, mais lorsque la justice se décide, il prend une décision, nous ne pouvons que nous incliner. Et aujourd'hui, je réclame encore les maisons préfabriquées. Parce qu'on n'en a pas. On n'a pas ça. Mais tout le monde a été lavé et tout le monde est parti. Et cette année encore, ça sera pire. Parce que cette année, pire dans quel sens? Que celui qui va se méconduire, nous serons derrière lui et nous allons parler de lui. Et nous allons même initier des actions judiciaires contre lui. Parce que nous sommes Congolais, nous sommes tous Congolais, nous avons droit à ce que les droits s'appliquent à nous de la même manière. Ce n'est pas qu'un enfant qui a volé des bananes au coin, on l'amène devant la justice, mais toi tu as détourné, on t'amène nulle part. Ça ne va pas se passer comme ça. Et le deuxième mandat, c'est un mandat où on va... En Ligue 1, on dit lui sur le quoi l'issue. Donc, la surveillance va commencer au sein de l'Union sacrée. Donc, la 4 Union sacrée, nous commençons la surveillance au sein de l'Union sacrée. Tu te méconduis, l'Union sacrée commence déjà à te poursuivre avant que... Ça avait commencé même depuis longtemps. Lorsqu'il y a des détournements au niveau de la francophonie, il y a le ministre des Finances qui avait déjà dénoncé déjà en premier. Et c'est ce qui va se passer encore cette année. Mais le monsieur-là n'a jamais été interpellé jusqu'à... Le dossier est entre les mains de la justice. La justice prend son temps
La justice prend souvent son temps et ça fait on a toujours... aussi fermé tous les bureaux de la francophonie. Même avec Ngobila, la justice prend son temps. Les gens crient, oh non, compétence du ministre interne, mais le juge prend son temps et il va finir par se décider. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une crainte aujourd'hui que l'Union sacrée soit divisée au regard de tout ce qui se passe? L'Union sacrée ne sera pas divisée. Malgré tout ce qui se passe. C'est ce que je dis, madame. L'Union sacrée ne sera pas divisée. S'il y a quelqu'un qui ne veut plus de l'Union sacrée, il peut se retirer. Mais nous, dans l'Union sacrée, c'est la vision du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui en a parlé, il a fait un discours. C'est quoi la vision du chef de l'État? La vision du chef de l'État se résume par une petite phrase, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire, ça va faire tout autour du peuple. C'est ça la vision. Nos actes, tout ce que nous allons poser comme acte, ça doit être tout autour de la population. Même la création, parce que lorsque on a la majorité parlementaire, le Premier ministre qui sera issu de la majorité parlementaire va gérer de manière ordonnée pour le bien-être de la population. C'était ça la vision de l'Union sacrée. Mais non, lorsque vous créez des pactes à l'intérieur de l'Union sacrée, c'est pour quelle finalité? C'est pour quel objectif? Voilà le problème qui s'est posé. Donc, celui qui ne veut plus de l'Union sacrée, il va se retirer calmement. Mais nous allons rester, parce que l'Union sacrée, ce n'est pas la vision d'un individu, c'est la vision du chef de l'État qui voulait diriger autrement par rapport à la manière dont il a dirigé dans les 5 ans passés. Donc celui qui n'en veut pas, il n'a qu'à nous, on va lui remercier. Alors, le bien-être des Congolais, telle est la vision du parti Essor. Par quel mécanisme cette pensée peut être assurée, le bien-être des Congolais? Le bien-être des Congolais, nous sommes un parti politique. L'ambition, c'est de gérer, d'entrer dans la politique active de notre pays et de commencer à gérer. Mais lorsque nous allons commencer à gérer, la particularité des sorts, ce serait de gérer autrement. C'est-à-dire, si à l'époque, il y avait des violations des droits de l'homme ou des violations, des infractions par-ci, par-là, nous ferons de notre mieux pour l'éviter, pour faire des choses autrement. C'est ça notre objectif, c'est ça notre détermination. Et comme parti politique, nous aspirons à la gestion de notre pays, mais aussi, nous aspirons pas seulement à la gestion pour gestion, mais plutôt à la gestion pour faire avancer notre pays. C'est ça l'objectif, c'est ça l'idéal pour nous. Alors, Maître Platini, on va suivre ensemble une vidéo ensuite. Au retour, vous allez commenter. Vous venez dans un ministère, il y a un ministre. Vous êtes des inspecteurs de finances. Vous débarquez dans un ministère qui est géré. La première des choses à faire, c'est se présenter chez le ministre. Lui présenter ne serait-ce que l'ordre de mission qui vous envoie dans ce ministère. Que je sois ne serait-ce qu'informé que les inspecteurs des finances sont là, ils veulent faire le... On va filmer, monsieur, on va filmer. Suivez-moi. On va filmer. On vous donne l'ordre de mission, vous venez vous présenter au ministre avant le travail. Est-ce que vous l'avez fait? Comment vous pouvez vous comporter plus qu'un parquet? L'inspection des finances n'est pas au-dessus de la loi. Quand vous venez, j'apprends que vous venez chez le comptable, vous l'avez ravi 1000 $. Les inspecteurs des finances arrivent pour ravir un comptable 1000 $. Vous allez avec ça où? Vous lui ravissez tous ses effets personnels. Vous êtes tombé aussi en infraction et ça c'est du banditisme. Ça, moi je ne peux pas accepter. Quand vous arrivez, le ministère est géré par un responsable, vous présentez l'ordre de mission, on vous oriente, vous allez faire votre travail. Ici il n'y a pas de voleurs, messieurs, que ce soit les enseignants fictifs, les écoles, tout est en ligne. Alors quand vous venez, sauf si vous avez une autre intention, et je suis informé, là on vous a utilisé, je vous dis mes chers frères, vous êtes en train d'exécuter une sale besogne. Mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est ça. En tant que ministre, je suis au bureau, vous débarquez, vous commencez à saisir des choses, vous ravissez. Quel est le mandat du parquet qui vous permet de ravir à quelqu'un 1000 $? Est-ce que Jules Alinguet vous a demandé d'aller ravir un comptable 1000 $ à main? Si vous avez besoin d'argent, demandez. Les effets personnels, vous confisquez. Vous demandez à un service, pour qu'il y ait dépenses, il faut votre autorisation. Est-ce qu'il y a un problème? Dites-moi un peu. Là, il y a un problème. Un inspecteur des finances n'est pas aussi au-dessus de la loi. Vous n'avez pas appris qu'il y a eu un détournement ici pour faire ce que vous faites là et vous commencez à faire du théâtre et vous avez exagéré. Je crois que là, la justice va s'occuper de nous tous et vous avez exagéré. Commencez par remettre les 1000 $ que vous avez ravis à un agent de l'EPT. Si on vous a envoyé... Maître Platini, commentaire na lingala.
Voilà pour ça. On commentait vidéo dans Ningala. Vous savez, c'est regrettable en fait. C'est regrettable parce que si nous allons gérer ce pays avec le buzz, c'est très compliqué. Moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit passer à la télé. Bon, pas à la télé, bien ça va passer sur les réseaux sociaux. Depuis hier, on est en train de suivre ça. Un ministre en exercice est en train de parler et puis les gens sont en train de filmer pour publier. C'est avec quelle intention? De ne pas être contrôlé? Je me pose des questions. C'est avec quelle intention? D'humilier l'IGF qui est rattaché à la présidence? C'est avec quelle intention? Je me pose des questions. Parce que je crois qu'en tant que ministre de l'EPSP, il avait le pouvoir d'appeler les gens, entre guillemets, de l'IGF qui étaient en train de se méconduire, de les appeler dans son bureau, afin de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes agents? Il parle calmement. À la fin, il peut même appeler à Linguetti au téléphone. J'ai vu ces agents venir ici, ils échangent. Est-ce que c'était important que ça passe à la télé? Le contrôle, c'est pour tout le monde. Les contrôles, on ne choisit pas des ministères pour contrôler. J'ai échangé avec un ami qui maîtrise au moins le secteur-là. Il y a un nom approprié qu'on utilise pour le fait pour les élèves de retenir l'argent entre les mains de quelqu'un. Il y a un nom approprié. J'ai cherché ça dans nos échanges, je n'ai pas vu le nom. Mais il y a un nom approprié. Ce n'est pas du vol, ce n'est pas de la corruption. Mais la question que je me pose, pourquoi le mettre à la place publique? Est-ce que c'est parce que le ministre refuse d'être contrôlé ou il crée déjà le buzz en avance? C'est la question que je me pose. Pour chercher la raison en avance. Voilà, il cherche déjà comment fuir en avance. Il sera toujours contrôlé. Parce que cette phénomène, au sein de l'Union sacrée, nous allons commencer par contrôler entre nous. Je demande à l'inspecteur de l'IGF d'envoyer encore d'autres inspecteurs, d'autres équipes pour contrôler le ministère. Est-ce que le fait, je ne sais pas qui a filmé, le fait, ça doit être les gens du cabinet du ministre. Le fait pour eux de filmer ça, les agents de l'IGF, c'est une infraction. Bon, il y a droit à l'image. Aujourd'hui, il y a la loi sur le numérique. La loi sur le numérique qui est en vigueur. Ils peuvent aussi saisir le parquet pour réclamer tous ces éléments-là. Parce qu'il y a eu des phrases qui ont été, des éléments qu'on a imputés sur eux. Par exemple, vol à $1000, des choses comme ça. Mais du moment, il y a un terme technique approprié par rapport à ça. Mais moi, je dis, tous les ministres doivent être contrôlés. Que vous soyez ministre Tony Mouaba, vous soyez ministre de quoi, vous serez contrôlé. Si vous voulez créer des buzz pour fuir en avance, nous-mêmes au sein de l'Union sacrée, nous allons venir vous contrôler même, s'il faut. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller, qui serait au-dessus de la loi ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Je n'ai pas dit qu'il y a eu vol au niveau de l'EPSP. Je n'ai pas dit qu'il y ait détournement au niveau de l'EPSP. Mais je veux seulement qu'on laisse l'IGF faire son travail. Les agents de l'IGF doivent faire leur travail. Et lorsqu'ils descendent, ils ont l'ordre de mission. Je crois qu'ils avaient déposé leur ordre. Je ne pense pas qu'un agent de l'IGF peut se promener directement dans un bureau de quelqu'un et commencer à exercer sans pour autant prendre l'ordre de mission. Et je crois, à mon humble avis, ce buzz-là, nous devons l'éviter. Nous sommes tous de l'Union sacrée, mais on doit éviter ce genre de buzz. Je ne vois pas pourquoi un agent de l'EPSP peut commencer à filmer les agents de l'IGF et le ministre en exercice pour ce genre de comportement. Je vois ça un peu trop bizarre. Et j'insiste en ce pour dire que la loi électorale future puisse tenir compte de cet élément ici. On ne peut pas commencer à accepter la liste définitive des candidats, publiée avec les numéros, mais il y a des ministres en exercice avec les numéros de la CENI, il y a des ministres en exercice qui battent campagne avec, tout en étant ministres, ils font des descentes avec des jeeps de la fonction, ils font des campagnes avec des jeeps de la fonction, ils terminent, ils sortent députés. Bon, ils prennent d'abord les machines à voter, les autres là, et puis ils sortent députés, ils continuent d'exercer. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Il faut qu'on revoie cette histoire-là. Et aujourd'hui, ils vont faire un choix au niveau du Parlement, au niveau de l'exécutif, et ils vont laisser encore. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un choix entre être membre de l'Assemblée nationale ou rester ministre. C'est bien, ils vont faire un choix. Mais quand est-ce qu'ils vont le faire? Parce que la liste qui a été publiée, c'est la liste provisoire. Donc, ils n'ont pas encore été cristallisés, élus.
Confirmé, pas encore confirmé, jusque-là. pas encore jusque-là. Totalement et globalement. Donc il peut à tout moment partir. Voilà les conséquences maintenant. Parce que tu peux démissionner comme ministre. Tu deviens parlementaire. Oui, c'est bien. Mais devant la Cour constitutionnelle, tu es éjecté. Tu vas faire quoi? Voilà les conséquences. Vous avez cru que vous avez bien fait dans le passé pour rester ministre, pour demeurer ministre. Mais non, il y a encore l'épée de Damoclès sur vous. Tu peux choisir le Parlement, mais demain, tu n'es pas parlementaire. Tu peux être remplacé à tout moment. Donc, je crois que la loi électorale, on doit le modifier pour enlever cette difficulté-là. Par rapport à ce que nous venons de voir, moi, je crois que ministre Tony Mwaba, avec tout le respect que je te dois, tu dois être contrôlé. Alors, dernière question pour finir avec l'émission. Comment avez-vous trouvé durant ces premiers mandats, voulais-je dire, la gestion de la ville de Kinshasa par le gouverneur Ngobila? Oh, j'aurais bien voulu que M. Godin Poy soit à côté. Et malheureusement, il n'est pas là. Vous savez, je suis souvent Top Congo et Godin Poy passait beaucoup sur Top Congo. Pendant 4 ans, Godin Poy faisait l'apologie de Ngobila. Ngobila, c'est un bon gouverneur. Ngobila, c'est quelqu'un qui, si tu as un gouverneur à Boété. Bandela mine là. Pendant 4 ans, s'il vous plaît. Et puis, la 5e année, il fait sauter sur l'occasion pour dire que non. Vous savez, la ville-province de Kinshasa n'a pas de chance. N'a pas de chance. Comment? Parce que jusque-là, il n'a pas encore eu un gouverneur qui a l'amour de ce pays. Et les gouverneurs que nous avons toujours l'habitude, ou les gouverneurs que nous élisons, sont des gouverneurs qui ont une forte teneur politique, qui arrivent à jongler avec l'Assemblée provinciale pour avoir la liberté de faire ce dont ils ont besoin ou la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Cette année encore, nous avons vu cela. Il y a eu des dynamiques Ngobila qui a été créées au niveau de l'Assemblée provinciale, dénoncées par Mike Mukebai depuis le début, pendant que Godin Poy lui faisait la guerre. Et aujourd'hui, nous avons vu à la fin que Ngobila n'a rien géré. Qui a dit ça? C'est son colistier, Godin Poy. Et nous avons vu comment est-ce que le gouverneur a fait marcher le chef de l'État dans plusieurs inaugurations qui n'a pas abouti. Tu sais que le chef de l'État a sali descente na Matadi Kibala. A posé première pierre devant le chef de l'État. Il a dit que non, awa un marché moderne pour la maman Matadi Kibala. Jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Marché central. Depuis quand? Vous avez vu le centre financier qu'on a construit ici? C'est moins de 5 ans. Même pas 2 ans. Mais Wenzenini est tombé pendant 5 ans facilité. Wenzenini. Il n'y a pas que ça. Et alors, Kini Bopeto, là, ici, chef de l'État va choisir Kini Bopeto. Mais voilà comment ça se trouve aujourd'hui. Tout ça là, c'est au niveau de la gestion. Et la gestion est soutenue par qui? Par Godin Poy, professeur d'université et pasteur de son État. Donc, il n'avait pas droit à l'erreur. Je comprends aujourd'hui qu'à commission une affaire personnelle, c'est parce qu'on attendait beaucoup de lui, mais il a déçu le Congolais. Mais je ne sais pas. Comment est-ce qu'il est devenu député aussi? Je ne sais pas. Parce qu'il est devenu maintenant député national. Je ne sais pas. Mais du moins qu'il a voté, je ne sais pas. Je ne sais pas. Votre conclusion, Maître Platini, l'émission est terminée. Merci beaucoup. J'ai aimé l'exercice. C'est ça, en fait. Il faut que chaque Congolais, même les candidats présidents, devaient normalement passer devant la télé pour répondre aux questions des journalistes. Et si je vais insister, c'est seulement par rapport à la position de l'essor de la République. L'essor de la République est rattaché au chef de l'État. Et rattaché à la vision du chef de l'État. Et nous allons demeurer, nous allons continuer à accompagner le chef de l'État. L'union sacrée, nous sommes en train d'observer. Nous sommes en train d'observer. Nous allons parler que des actions du chef de l'État. Nous allons parler que des activités du chef de l'État. Nous allons voir comment l'accompagner jusqu'à la fin de son mandat. Mais j'insiste, commençons par la Constitution. Loi électorale doit être révisée. Les articles, je demande aux Congolais, l'article 217 de la Constitution. L'abandon de la souveraineté. C'est dans quel pays on peut abandonner la souveraineté au nom de l'Afrique? Non, l'Afrique a déjà été divisée. Chaque pays a ses limites. Nous allons abandonner les nôtres au détriment de nos aïeux. Je crois que ce n'est pas normal. Donc, la Constitution doit être révisée. Le système de un tour, ce n'est pas bon. On peut avoir un chef d'État avec 20%, mais le système de un tour, ce n'est pas bon. Le système de seuil, là même,
la première année, enlever ce système de seuil. Il faut enlever ça. C'est contre la République, c'est contre la démocratie. C'est ça ce que je peux dire. Notre Platini Mbadou, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national en charge de la communication et porte-parole du parti Essor. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Maître Platini, et merci également à toi aussi, Daniel Roland-Lai. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro, le dernier numéro de la semaine de cette émission. Merci à Aristote Kabouya, voulais-je dire, et James Mbuka. À demain.